So good morning, good afternoon, good evening, everybody. It's on the Bonjour à tous, où que vous soyez. On va encore attendre une petite minute pour attendre que les gens puissent nous rejoindre. Donc, juste patienter un tout petit peu. Merci. It's very Long nice time to to see see you. very, very Good long morning, time. Karen. Such a Bonjour, pleasure. Karen. Bonjour, Karen. Bonjour. Alors, on va commencer dans 1 ou 2 minutes. On attend encore un petit peu pour les gens arrivent. Okay, greetings everybody. I think we have a quorum. Bonjour à tous, je pense qu'on a le quorum. Bienvenue à tous, ceux qui sont nouveaux et ceux qui sont habitués à nos apprentissages et à nos sessions d'initiatives collectives d'apprentissage. Aujourd'hui, c'est les meilleures pratiques et les opportunités pour les données et les systèmes de suivi de la vaccination de la COVID-19. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers à cette initiative collective d'apprentissage, elle fait partie du partenariat du développement de la livraison du vaccin à la COVID-19 pour fournir un soutien ciblé à 34 pays au départ. À l'origine, c'était les pays accompagnés, mais maintenant, nous allons au-delà de ces 34 pays pour faciliter l'apprentissage sur les meilleures pratiques et les défis liés à la vaccination de la COVID-19 et de fournir des opportunités pour que les pays puissent apprendre entre eux et aussi se connecter et donc apprendre à travers ces webinaires. Juste pour souligner pour ceux qui ne le savent pas, dans le cadre de ce partenariat, nous avons un compendium global sur les connaissances par pays, sur la COVID-19 et sur sa vaccination, qui a été le vaccin le plus accéléré que nous ayons jamais fait dans l'histoire. Et ce compendium est organisé autour de certains documents, des PowerPoint, des études de cas, des évaluations par pays. Donc, c'est quelque chose de très riche où il y a un archivage des connaissances par pays. Et vous pouvez voir ici quelques points et vous avez des points saillants dans tous ces rapports et c'est une ressource très intéressante et les liens, vous pouvez le trouver. Et cela aussi, si vous voulez rajouter quelque chose sur votre pays, l'expérience, quelque chose que vous voulez partager avec nous, eh bien, communiquez-vous et Alejandro, que vous voyez ici en bas, son adresse en bas de la diapositive, vous pouvez lui envoyer ce matériau et il sera ravi de le télécharger pour qu'il soit accessible pour les autres. Cette série a commencé au mois de mai. Nous en sommes à notre 7e webinaire. Et vous pouvez voir que nous avons eu une diversité des expériences pays que nous avons partagées. Et aujourd'hui, sur les données de vaccination, je suis ravi de vous dire que nous recevons M. Sosovet de OS5 du ministère de la Santé du Laos et de l'Ouganda du ministère de la Santé. Nous avons M. Albert Desidje qui va partager, ils vont tous les deux partager leurs expériences. En ce qui concerne l'ordre du jour des prochaines 90 minutes, nous allons avoir quelques diapositives sur un peu d'admin. Ensuite, Donald Brooks va nous parler sur de l'OMS, d'un département de la vaccination de la COVID-19, va nous parler un petit peu des défis et des opportunités liées aux données de vaccination de la COVID-19. Ensuite, nous aurons un petit sondage rapide, des questions. Puis ensuite, nous aurons la première présentation d'un pays qui sera donc introduit par la représentante de la santé. Puis ensuite, nous aurons
le deuxième pays et ensuite, pardon, les questions-réponses, puis ensuite le deuxième pays, ensuite les questions-réponses, ensuite nous aurons Donald qui nous fera une conclusion. Avec Santosh, je pense que maintenant, je peux passer la parole à Santosh pour quelques points d'administration. Merci, bonjour à tous. Donc, je voudrais juste vous montrer un petit peu quelques points ici. Si vous voulez l'interprétation vers le français qui est disponible et vous avez l'icône sur votre barre en bas à droite et vous pouvez choisir le petit globe et vous tapez sur interprétation et vous pouvez ainsi choisir la langue que vous souhaitez écouter. Et si vous voulez ne pas entendre l'audio original, il suffit de choisir de l'éteindre. Mute, comme on dit en anglais. On a aussi la transcription en direct en anglais. Donc, vous pouvez cliquer sur « Montrer les options » et cela va vous montrer sur l'écran. Et si vous voulez plus le voir, c'est sous-titré bien, vous simplement appuyez sur le même bouton. C'est là où vous avez cessé. Sur les questions et réponses, après chaque présentation des pays, nous aurons une séance dédiée. Donc, si vous voulez y participer, levez votre main et posez vos questions et on essaiera de répondre à vos questions. Et on aura aussi le panel de discussion, le chat dans lequel vous pouvez poser des questions si vous voulez vous en servir. Ensuite, les enregistrements, le certificat. Cette séance est donc enregistrée et votre présence est donc un consentement à cet enregistrement. L'enregistrement, le PowerPoint, toutes les ressources seront partagées après cette réunion et sera à accéder sur le site. Et un certificat de présence sera disponible par l'intermédiaire de Nouveau Mexico qui vous enverra un lien dans le chat à la fin de cette session. Et pour l'utilisation des données, Project Echo récupère les enregistrements, les participations, les questions, les réponses, les commentaires dans les chats et les réponses aux questionnaires pour certains des programmes Echo et vos données identifiables personnelles seront partagées avec les fondateurs du projet. Ces données peuvent être utilisées pour des rapports, des cartographies, des communications, des sondages, des assurances de qualité, l'évaluation des recherches et pour éclairer de nouvelles initiatives. Et je passe maintenant la parole. Thank you. So I think we'll go right into the next technical presentation by Je crois qu'on va maintenant passer à la prochaine présentation. Thank you. Brooks, Excellent. nous dire qui vous êtes avant. And good afternoon, colleagues. My name is Donald Brooks, and I'm the COVID-19 vaccination data lead with the WHO headquarters in Geneva. Je suis la personne responsable des données ici à l'OMS à Genève sur la COVID-19 et je travaille sur l'analyse des données et le suivi des données pour la COVID-19 et je vais vous faire une présentation rapide avant que nous écoutions nos collègues des pays qui vont vous donner un aperçu donc moi je vais vous parler des données, des suivis, des challenges et des opportunités sur la COVID-19 et la vaccination. Donc tout d'abord pour commencer, pour une phrase d'ouverture, je crois que tout le monde, ici nous sommes tous conscients de ceci, que nous avons des systèmes de suivi solides qui sont essentiels pour mesurer les progrès et l'effectivité des programmes de vaccination de la COVID-19. Cela est le cas pour tous les programmes de vaccination, mais surtout dans le contexte de la COVID-19. Les analyses sont fournies à travers les systèmes de suivi sont essentiels pour faire des décisions éclairées et appropriées et pour faire avancer les programmes, pour s'assurer de l'égalité, l'identification des écarts et comprendre les cibles, les confirmations, les priorités d'immunition, les politiques et que tout cela soit bien effectif et identifier les manquements et aussi identifier les racines des causes des problèmes, si possible, afin que l'on puisse ajuster notre prise de décision. Donc, bien comprendre les causes des décisions nous permet de mieux renforcer et de pouvoir traiter de ces problèmes et de comprendre pourquoi ils se sont passés. Et un autre point sur les systèmes de suivi qui donnent des documentations, non seulement pour les professionnels de santé, mais aussi pour les individus dans l'entretien et de ceux qui s'occupent de gérer toutes les données liées à la comme cela a été le cas pour tous les aspects
de la pandémie de COVID-19 dans le monde entier. La vaccination a été quelque chose qui n'a pas eu d'équipement et elle a posé de nouveaux problèmes, de nouveaux challenges pour les systèmes de suivi d'immunisation dans le contexte de la COVID-19 et notamment du vaccin et de sa livraison. Cela a été dû en partie à l'épidémie et notamment grave, notamment pour les travailleurs de santé et les personnes âgées, est dû avec des comorbidités. La raison pour laquelle on avait besoin d'une vaccination très rapide et qu'elle soit mise en place très rapidement. Et là, il y a de nouveaux problèmes, notamment de nouvelles exigences sur la crise de vaccin et pour de personnes qui ont expérimenté une maladie plutôt grave et donc on a dû avoir des données au niveau régional et internationaux pour éclairer nos politiques et stratégies. Cela donc nous a permis d'avoir un suivi de la vaccination dans de nombreux cas qui sont typiques de ce que l'on fait d'habitude sur une cohorte dans l'année. Et donc, d'habitude, de données régionales et mondiales qui sont basées annuellement sur les résultats annuels des vaccinations. Et en ce qui concerne la COVID-19 et sa vaccination, on a vu que cela était une opportunité pour renforcer les systèmes de suivi d'immunisation, non seulement pour des circonstances de pandémie futures, mais aussi pour l'introduction de vaccins à l'avenir. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et ici, en ce qui concerne l'approche qui a été prise pour répondre à la demande des données, les pays ont dû adopter leur système de suivi. Et donc, pour rappeler aussi que ceci est une répétition pour ceux qui le savent déjà, mais les systèmes de suivi sont en général de deux formes. Vous avez soit des systèmes de reportage agrégés qui impliquent donc une feuille de décompte et l'administration des doses qui sont soit faits par papier ou alors en forme numérique. Et ces systèmes ne sont pas nominatifs. Et il y a aussi des registres d'immunisation électronique qui sont nominales et qui impliquent un enregistrement numérique qui enregistre les vaccinations et qui sont agrégés et qui sont partagés au prochain niveau de l'institution de manière numérique. Ces deux systèmes se sont trouvés tout à fait appropriés avec les bonnes ressources qui soient utilisées. Cependant, en ce qui concerne à certains moments, on a besoin de données rapides dans le contexte de la COVID-19 et certains pays donc sont passés d'un système d'agrégation vers une organisation électronique de leur registre, car ils peuvent ainsi raccourcir le temps entre l'enregistrement des vaccinations et la rencontre et le partage de ces informations au prochain niveau. Aujourd'hui, nous allons écouter deux exemples. Nous avons écouté le ministère de la Santé du Laos, de comment ils ont pu construire sur leur base qui existait déjà de systèmes d'agrégés pour inclure un système de traçabilité de la vaccine 19 et aussi de l'Ouganda, elle qui a incorporé ce qu'on appelle le papier intelligent et un registre immunisation électronique de la COVID-19 pour faciliter les données et le flux de celles-ci. Et sachant que beaucoup de ces pays répondent aux besoins des données, ils ont décidé de changer les systèmes ou de les modifier. Beaucoup de pays ont eu des difficultés, comme on pouvait s'y attendre. Comme cela se passe à chaque fois que vous changez de système, cela peut réclamer du temps. Les acteurs ont besoin de s'accommoder, de s'habituer à ces nouveaux systèmes. Et dans les pays, dans le cas de la vaccination de la 99, qui ont opté pour l'organisation d'un registre électronique,
Il y a eu notamment des ressources financières qui étaient exigées, aussi humaines qui étaient importantes. Et pour les pays qui sont passés à un registre électronique, il y a eu des retards dans les enregistrements de vaccination qui se sont accumulés, ce qui ont empêché un flux de données comme on avait besoin. Et dans certains de ces pays, pour avoir les données dont on a besoin, en raison de ces retards accumulés, beaucoup de pays sont revenus à leur papier ou à leur fonctionnement de papier de base agrégé pour répondre à ces besoins de données. Et dans certains pays, on a vu des matériaux incomplets et des ressources financières qui n'étaient pas suffisants. Et dans certains pays, on a vu aussi une formation sur les nouveaux systèmes, et notamment pour la mise en œuvre de la vaccination qui a été insuffisante, notamment dans les niveaux les plus bas des systèmes de santé. Et bien entendu, en raison de la rapidité de vaccination de la COVID-19, dans ce système, il a fallu que ce système soit prêt donc à tracer la distribution de vaccins. Et cela a été fait de manière souvent très fragmentée au niveau des systèmes de santé et notamment, on avait besoin de plus de coordination. Donc, il est certainement qu'on a besoin de plus d'accompagnement et malgré tous ces défis auxquels ont eu à faire face les pays, comme on l'a vu dans les présentations des pays que nous allons voir plutôt dans les présentations des pays que nous avons sélectionnés, ils vont montrer que les solutions qu'ils ont choisies pour réussir à donc surpasser ces problèmes. Donc, on a observé ceci au niveau mondial en ce qui concerne donc les capacités avec les indicateurs clés, notamment pour la prise des connexions pour les pays. Au début de la prise des vaccins, comme vous pouvez le voir, au début de la vaccination, comme vous pouvez le voir que la prise de vaccins dans les groupes clés, la prise l'acceptance a été assez basse. Et puis, après un petit moment, on a vu que les capacités des pays pour mieux vérifier la vaccination s'est améliorée, notamment sur les groupes à haut risque qui ont utilisé et qui ont été suivis et avec en général des métriques pour tous les systèmes de données. Et on retrouve donc ces systèmes, notamment dans les personnes qui participent à ce que l'on appelait à la COVAX, ainsi qu'à l'AMC 92. Rapidement ici, donc le COVDP et ses agences constituantes ont travaillé pour accompagner les pays pour naviguer ces nouveaux défis, pour renforcer leur système de suivi. Et bien entendu, la vaccination de la COVID-19 a prouvé et a montré de nouveautés de nombreuses façons, avec de nouvelles expériences, de nouvelles circonstances pour tous les pays qui ont été accompagnés, et notamment à partir de mars 2021, où nous avons eu des orientations qui ont été données pour aider les pays. Nous avons notamment le pays de l'OMS au niveau régional qui a aidé à assister et à évaluer les manquements dans les systèmes en 2022 lors du deuxième trimestre et à mieux organiser donc tous les plans opérationnels pour traiter des problèmes identifiés. La COVDP aussi a fait par pays un suivi pour mieux comprendre les causes à travers ces bureaux et les collègues aussi qui ont travaillé avec la Gavi au niveau des pays. Donc, c'est véritablement une coordination à travers les agences d'accompagnement technique pour s'assurer que les besoins on a répondu aux besoins. Et enfin, le Centre de santé numérique, d'excellence de santé numérique de l'OMS, le DCI, fait un suivi et généralise les demandes d'assistance technique et d'accompagnement pour qu'ils soient bien fournis. Et enfin, je termine ici pour donner la parole à donc, on note ici les manquements. Donc, pour 2023, faire dans la COVDP. Donc, on va continuer avec la Gavi
et l'OMS a continué à renforcer ces systèmes. En mars, nous aurons une rencontre qui va être organisée pour renforcer tout ceci, pour qu'on fasse le point sur ce qui s'est passé l'année précédente et ensuite pour voir quel est le chemin à suivre pour le futur et ensuite pour planifier la transition, notamment sur des programmes verticaux spécifiques à la COVID, notamment des activités liées aussi dans les systèmes plus larges, notamment dans des contextes de renforcement des activités, d'immunisation de routine et d'autres soins de santé primaires. On planifiera aussi une actualisation de la planification de l'orientation de la COVID-19, un document dont j'ai parlé tout à l'heure, et notamment sachant qu'il y a un nouveau paysage de la COVID-19 avec de nouveaux aspects comme la pandémie évolue, qui inclut notamment le besoin des boosters, des doses de boosters, et aussi le changement de la demande, les contraintes, la fourniture et de développement de nouveaux produits. Et maintenant, je passe à la petite question que Diana va vous poser. Merci beaucoup, Donald, pour cette excellente présentation et qui nous a vraiment donné le cadre, et vous l'avez très bien expliqué, comment nous avons fait un bond en avant, littéralement, pour les pays qui ont dû mettre en œuvre ces problèmes de vaccination et notamment cette tâche gigantesque de trouver des solutions. Donc, la première question que nous avons, vous pouvez répondre à cette question maintenant, c'est sur le suivi du vaccin et peut-être qu'on en parlera plus tôt tout à l'heure. Donc, je préfère passer la parole à Quantosh parce qu'on n'a pas encore le temps de répondre aux questions dans le chat. On fera ça plus tôt tout à l'heure. Maintenant, on va passer directement à la question de sondage d'abord, avant que l'on passe aux présentations des pays. Donc, pour qu'on ait un petit sentiment sur quels sont les systèmes de suivi qui existent dans vos pays, nous avons 4 questions en tant qu'introduction par pays. Donc, si vous pouvez répondre un petit peu afin que l'on sache comment cela fonctionne dans vos pays. La première question que vous avez sur votre écran, c'est quel type de système de suivi est-ce que votre pays utilise pour faire le suivi de la vaccination 19? Vous avez donc agrégé, système de suivi agrégé, basé sur du papier et électronique pour le 2, ou alors système de avec papier et électronique, et ensuite juste un système de suivi nominal électronique. Ça, c'est la 4e réponse. Donc, je vais donner quelques secondes aux participants pour répondre à ces questions, pour savoir quel type de système de suivi vous avez. Donc, agrégé papier et crayon pour le premier, électronique le deuxième, nominal hybride et nominal électronique pour le dernier. Alors, les résultats de cette première question, vous voyez les résultats. 56% donc ont répondu qu'ils ont un système hybride de suivi nominal, donc papier et électronique. La question numéro 2, elle, c'est là aussi une question, c'est avec un seul choix. Comment est-ce que vos pays ont élaboré son système de suivi de vaccination actuel de la COVID-19? Un système qui était déjà en place pour d'autres immunisations ou pour inclure la COVID-19, un système qui est pour d'autres qui a été neuf, le système développé seulement pour la COVID-19. Ça, c'est la réponse 3. Et maintenant, les résultats. Alors, nous avons qu'un nouveau système a été donc élaboré pour le vaccin de la COVID-19. Est-ce qu'on peut passer à la question numéro 3? Pour la question numéro 3, nous avons plusieurs réponses. Vous pouvez en sélectionner 3. Donc, c'est quels étaient les besoins d'accompagnement en ce qui concerne le suivi de vaccination de la COVID-19 et les renforcements des systèmes liés. Donc, choisissez les 3 réponses qui vous vont le mieux. Et enfin, vous avez autre enfin si les réponses ne fonctionnent pas pour vous. La première, donc, c'est l'orientation technique sur la COVID-19, son suivi de vaccination et c'est considéré. Ensuite, les orientations techniques intégrant le suivi de la COVID-19 avec un système de suivi existant. Ensuite, le financement pour l'investissement
dans les systèmes de données, les ressources matérielles, tablettes, ordinateurs, ainsi de suite. Financement par l'investissement dans les systèmes de données des ressources humaines. Ensuite, l'assistance technique pour le COVID-19, les systèmes de suivi de vaccination, évaluation et systèmes de données opératoires. Enfin, assistance technique pour la conception et la mise en œuvre de systèmes de données, de programmes de formation des systèmes de données. Et enfin, l'assistance technique pour l'intégration de la vaccination, du suivi de la vaccination de la COVID-19 avec un système de suivi existant. Voilà. Et enfin, pour le dernier. Est-ce que l'on peut partager donc les résultats? Alors, les points 3 sont l'intégration 19 sur le suivi avec les de 10 de suivi entre l'assistance technique pour la COVID-19 et ensuite, ça c'est le troisième, et le deuxième c'était avec les suivis existants. Donc, la dernière question, c'est comment est-ce que votre pays planifie d'intégrer les systèmes de suivi de la vaccination de la COVID-19 avec les systèmes de suivi existants? La première réponse étant, les systèmes étaient intégrés depuis le début de l'introduction du vaccin de la COVID-19. De intégrer de manière séparée le système de vaccination de la COVID-19 avec les systèmes de vaccination de routine existants. On a étendu le suivi de la pour inclure des vaccins supplémentaires, dont les immunisations routines, suivi, système de suivi, système de suivi existant de manière séparée pour l'instant. Est-ce que nous pouvons partager les résultats de cette dernière question? Donc, la réponse, donc 43% ont répondu qu'il intègre les systèmes de vaccination de COVID-19 séparés avec des systèmes d'immunisation existants de routine. Et merci beaucoup. C'est maintenant à vous qui avez la parole. Merci beaucoup, Chantoche, et merci pour tous ceux qui ont répondu à ces questionnaires. Est-ce que nous pouvons passer à la prochaine diapositive? Donc, nous allons avoir les présentations des pays et puis un petit peu de questions et réponses après. Et si vous pouvez, n'hésitez pas, pendant que nous avons la présentation, de partager avec nous toute réflexion que vous pourriez avoir, mettre dans les panels de discussion ou toute autre question que nous pourrons donc poser aux présentateurs, ou si quelque chose vous inspire, de le partager, quelque chose qui a été provoqué par la présentation que vous avez vue, un commentaire, une réflexion. Donc maintenant, je passe à M. Sissova. Et si vous pouvez nous parler un petit peu plus de vous avant que de commencer votre présentation. Merci à Diana. Donc, bonjour du Laos. Mon nom est Sissovat Nenasi. Et je suis donc gère des données épidémiques au Laos. Mon écran, j'ai toujours des questions si celles-ci pouvaient peut-être disparaître. Peut-être vous cliquez en la connexion est très bonne, vous pouvez éteindre la caméra pour qu'on ait une meilleure connexion. Est-ce que je peux commencer la présentation? Oui, allez-y, quand vous êtes prêts. Merci. Donc, voilà. Avant que je passe au registre électronique et son organisation, je voudrais revenir ici. À l'époque, quand le programme a commencé au Laos, le pays, donc toutes les données ont été enregistrées sur l'immunisation qu'une forme sur papier, comme le faisaient tous les papiers. Donc, on a fait donc les feuilles de décompte, les livres de registre, les cartes de vaccination. Et comme vous le saviez, comme nous avions tous ces formulaires à enregistrer,
il y a eu des écarts qui se sont passés donc dans les données. Donc, la charge de travail pour les travailleurs de santé au niveau sous-national. Nous avons donc demandé à tous les centres de santé de faire une compilation et de faire un rapport des données par papier et qu'elle l'envoie au bureau du district, centre de santé, puis ensuite provincial. Ensuite, le centre provincial l'envoie à nous, au national, le bureau de l'EPI. Ici, je vous montre le résultat de l'évaluation des données que nous avons donc continuellement agrégées à travers les années, 2 à 3 fois par an, et nous avons eu des écarts dans les données, même au niveau des livres de registre. Il y avait un nombre qui était différent de la feuille de décompte et ainsi de suite. Donc, cette situation s'est passée à travers les ans. Puis, je vais prendre un raccourci maintenant et je vais vous montrer la nouvelle situation où nous avons commencé le suivi dans notre système. Une fois que nous avons eu l'épidémie de la COVID-19 en fin avril en 2020, nous avons fait de notre mieux pour élaborer des formulaires, plusieurs formulaires, pour capturer toutes les données qui sont nécessaires pour nous ou qui étaient nécessaires pour nous afin que nous puissions les conserver pour des, des données qui soient claires et qui soient bonnes. Et donc, nous avions 6 formulaires que les professionnels de santé devaient utiliser. Vous avez le formulaire d'enrôlement, le formulaire de dépistage, et ensuite vous avez les registres, les décomptes, ensuite le rapport quotidien et même une carte de vaccination pour la COVID-19. Tous ces formulaires, cartes, sont pour les équipes d'infirmiers et c'est à eux de faire ce boulot et c'est une charge de travail importante pour les professionnels de santé. Ici, la situation à l'époque. Et comme vous voulez voir, les gens venaient en nombre pour se faire vacciner et ils faisaient la queue. À 3 à 4 heures du matin pour attendre le retour pour être vacciné. Donc, c'était c'était la situation comme elle était à l'époque. Merci pour la prochaine diapositive. Et je vais vous parler un petit peu maintenant sur le système de gestion d'information des données électroniques de santé que nous avons dans le pays. Nous avons donc ce système électronique, dit HIS, qui nous permet de capturer tous les indicateurs de santé dans le pays. Nous avons donc le DHIS au niveau de l'administration, du département de la planification et de la coopération, du ministère de la Santé, pour assister dans les problèmes techniques. Donc, afin que les travailleurs de santé puissent faire ceci correctement, et bien, rentrer les données dans le système. Nous avons aussi une équipe qui travaille pour aider techniquement aux équipes qui sont responsables de la DHIS, que ce soit au ministère de la Santé et qui participent aussi aux formations au niveau national et sous-national. Le système de suivi actuel et la personne qui a pris vraiment
le leadership dans le développement de l'élaboration de systèmes de communication de santé. Et nous avons une unité des statistiques, ou un service des statistiques et de résolution des problèmes qui s'attaque à l'entrée des données et c'est un service qu'ils fournissent quotidiennement. Et au niveau du centre de santé, nous avons un nombre limité de travailleurs de santé à ce niveau. Donc, tout le monde doit savoir exactement comment rentrer ces données, comment compiler, faire des rapports. Donc, au niveau des centres de santé, ce sont vraiment des gens qui font de tout. Ce sont des... Donc, la COVID-19, les entrées des données, rajoute à leur travail quotidien. Donc, lorsque nous avons fait face à la pandémie de COVID-19, nous avons décidé d'utiliser une plateforme numérique pour la vaccination de la COVID-19, une plateforme qui existait déjà. Donc, le système de DHIS2 existe déjà et avait commencé en 2015. Et le registre de vaccination, lui, avait commencé en 2021 pour la COVID-19. Ou a commencé plutôt. Et ça pourrait que nous avons perdu notre intervenant du Laos, M. Sissouvet. Je confirme bien que c'est pas seulement moi qui n'entends plus. Il semble que d'autres personnes ne peuvent plus l'entendre. Oui, Diana, je crois qu'on l'a perdu. On va voir si il peut rejoindre la conférence. Si vous pouvez donc patienter un tout petit peu pour que nous puissions attendre et qu'il nous rejoigne. Si on n'arrive pas à le récupérer, Donald, est-ce que je peux vous demander quel type d'alternative vous proposeriez? Je crois qu'il est de retour parmi nous, en fait, dit Donald. Ah ben c'est super. Excusez-moi, je crois que ma connexion n'est pas assez stable. Peut-être que vous pourriez éteindre votre caméra, parce que même si c'est bien de vous voir, ça permettrait peut-être d'avoir de meilleurs... D'accord, merci. Alors, je vais continuer avec cette diapositive. Donc, le système d'agrégation des chiffres, c'est un système très simple d'entrée des données. Donc, par jour, le nombre de gens qui ont été vaccinés. Et pour le suiveur, le tracker, on a besoin d'informations avec un numéro d'identification unique pour la COVID-19. Donc, ça prend un petit peu plus de temps à rentrer toutes ces données. Donc, pour rentrer l'information d'une personne, cela prend 2 à 3 minutes pour le système de suivi, de tracker. Et maintenant, donc, on essaye de passer du système papier au système électronique, numérique. Donc, l'avantage du système, c'est que on n'a plus besoin d'utiliser le formulaire papier maintenant pour enregistrer l'information des gens et les infirmiers n'ont pas besoin d'écrire, de faire tout ceci en écrivant.
les gens peuvent rentrer l'information de manière électronique, ce qui permet de sauver beaucoup de temps, notamment pour les travailleurs de santé. Et les gens peuvent même choisir la date lorsqu'ils sont disponibles et l'heure à laquelle ils veulent venir au centre de santé pour être vaccinés, 8h30, 9h. Ils peuvent aussi sélectionner l'endroit, le centre de santé où c'est le plus simple pour eux ou le plus près de chez eux, où ils peuvent facilement se rendre. Et pour ce système, les infirmiers peuvent aussi limiter le nombre de créneaux disponibles afin de s'assurer que les travailleurs de santé puissent donc vacciner suffisamment de gens et parce qu'on sait qu'il y a tant de gens qui peuvent être vaccinés par heure et combien d'heures ces personnes vont être disponibles et combien d'heures de vaccination sont possibles par jour. Donc, ça, c'est très bien à gérer ceci. Si peu de ressources, par exemple, combien de vaccins on a besoin pour cette journée en vertu du nombre de personnes qui se sont enregistrées. Donc, pour une journée particulière. Donc, tout est dans ce système électronique. On n'a pas à utiliser le système papier. Prochaine diapositive. Donc, ici, comment les gens peuvent sélectionner. Ici, à gauche, les gens peuvent rentrer ici le site de vaccination qu'ils préfèrent, et celui qui est le plus près de chez eux, ou alors celui qu'ils préfèrent, où ils préfèrent aller. Et ensuite, la date de la vaccination. Et dans ce cas, comme vous pouvez le voir ici, c'est le 7 décembre de cette année, par exemple, une personne qui s'est enregistrée. Et ensuite, vous avez ici, dans le cercle en rouge, les personnes peuvent sélectionner l'heure à laquelle ils souhaitent donc se rendre, donc entre créneaux entre 8h et 9h, ou entre 9h et 10h. Donc, ça dépend de ce que souhaitent les patients, à quelle heure ils voudraient se rendre. Et ensuite, vous voyez les petits chiffres dans les parenthèses, c'est le nombre de créneaux, de gens que l'on peut, qui sont donc de disponibilité, de places disponibles, si vous voulez, dans cette heure, donc 18 ou 20. Et donc, plus il y aura de gens dans cette heure, cela plus va décroître ce petit chiffre entre parenthèses. Donc, une fois que l'enregistrement est terminé, les gens vont avoir un code QR et s'ils enregistrent avec un téléphone intelligent, ils peuvent juste donc scanner le code QR, le montrer aux travailleurs de santé qui peut le scanner et toute l'information que ces gens ont donc enregistrée va arriver directement. Et ainsi, cela permet à l'équipe des infirmiers de ne pas devoir refaire l'entrée de données de ces personnes car tout a déjà été rentré dans le système immédiat et cela est donc immédiat et direct. Donc ici, j'essaie de vous montrer ici le bureau d'aide pour ceux qui ne savent pas comment s'enregistrer sur un téléphone portable. On a ainsi donc un bureau d'aide où les gens peuvent venir, ou ceux qui n'ont tout bonnement pas de téléphone dernière génération, ils peuvent aussi donc venir à ce bureau. Et ici, merci beaucoup, ça c'est la carte de vaccination qui peut être imprimée, ou alors les gens peuvent la conserver dans leur téléphone et simplement, encore une fois, en faisant une capture d'écran de cette carte de vaccination. Et là encore, on a un code QR de l'autre côté sur le verso de la carte de vaccination, ici à droite. Donc, s'ils veulent les montrer à
quelqu'un qui a besoin, une autorité, ou alors s'ils ont besoin de quitter le pays, ils peuvent montrer le code QR à l'immigration qui peut scanner donc ce code QR et ainsi les gardes frontières pourront voir et que tout ce système d'information est enregistré dans le système. Voici comment nous avons disposé le site, aménager le site afin que les gens aient suffisamment de distance entre eux. Et pour accompagner ce système, nous avons commencé l'an dernier, mais nous avons toujours beaucoup de boulot à faire. Nous avons essayé de fournir des laptops et des tablettes à tous les travailleurs de santé dans les centres de santé pour qu'ils les utiliser, pour enregistrer les vaccinations de la COVID. Et c'est réussi, je dois avouer, en utilisant ce registre électronique pour la COVID. Et maintenant, on essaie donc de tirer les enseignements de tout ceci pour le transférer vers donc notre IR, notre registre d'immunisation électronique routinier, et tout ceci que nous faisons à travers le tracker de la DHIS2. Et donc, ici, une identité, un numéro d'identité unique va être généré automatiquement pour éviter toute duplication. Donc, ça va être fait pour toute personne. Et ainsi, les professionnels de santé auront le profil d'information dans le système, ils peuvent trouver partout où ils soient et ils peuvent trouver tous les enregistrements de tout système électronique qui a été enregistré, sont conservés pour toute la vie. Et nous avons remarqué que beaucoup vont à l'étranger étudier. Ils ont besoin de preuves d'immunisation à montrer aux ambassades dans le pays où ils sont. Et donc, nous avons ce système en place et nous pouvons ainsi avoir enregistrement et cela donc beaucoup aider les travailleurs. Ils auront beaucoup moins de formulaires à remplir et à enregistrer. Ça va réduire la charge de travail. Si Sauvette, je suis désolé, il va falloir que je vous aide un petit peu plus vite. Vous avez plus qu'une minute. Merci. Donc, nous avons aussi des défis dans certaines zones, par exemple, les travailleurs de santé qui ne sont pas familiers avec les outils électroniques ou les personnes un peu plus âgées qui n'aiment pas utiliser ce type d'appareil moderne. Donc, ce que nous essayons de faire, de voir sur les 5 prochaines années, et même si nous avons des défis à relever, nous sommes certains que nous allons les résoudre petit à petit dans les 5 prochaines années. Et nous aurons terminé ce système électronique à ce moment-là. Diapositive suivante. Donc, ici, encore une fois, je parle des enseignements que nous avons tirés et du futur. Juste un point supplémentaire à mentionner sur le nombre réduit d'impressions de tous les formulaires de reportage et d'enregistrement. Nous avons, et cela est difficile d'essayer d'avoir un budget pour imprimer les formulaires. Donc, quand nous aurons le système électronique, nous pourrons ainsi nous débarrasser de tous ces formulaires à imprimer. Et donc, on va réduire le budget, ça, notamment d'impression. Et je n'ai plus qu'une diapositive, la dernière. Et ici, c'est ma dernière diapositive. Voici le certificat de la vaccination de la COVID-19 qui est généré par notre système DHIS2 et c'est que les gens peuvent constater. Et donc, en le constatant, ou alors ils peuvent l'imprimer s'ils veulent le voir sur format. Et c'est là
marque la fin de ma présentation. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup aussi, Sauvette, pour cette excellente présentation. Et c'est vraiment merci que vous soyez revenu parmi nous. Et moi, je trouve ça vraiment très intéressant ce que nous avons entendu et de voir comment le Laos a réussi à mettre en place tout ce depuis 1982, le système qui est basé sur des formulaires de grands. Donc, est-ce que je peux peut-être vous donner la parole si vous avez des questions mis dans le panel de discussion ou est-ce que vous voulez lever la main? Je il y a une question du reportage que l'on regarder, pardon, sur le reportage, mais sur l'amoncellement de médicaments. On va conserver ça plus tard. Donald qui a levé la main. Donald, allez-y. Merci pour cette présentation. Du registre avec la COVID-19 et nominatif et sur les enseignements donc le format électronique maintenant pour les immunisations routinières. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quels enseignements vous tirez de la COVID-19 et de l'immunisation que vous avez mis en œuvre par rapport au suivi que vous faites de manière habituelle? Alors, un enseignement très important que nous avons tiré, unique, chose que nous n'avions jamais auparavant, ce système d'identification unique. Et cette identité unique ou cette identification unique qui est gérée par le système même est une combinaison de la date de naissance, du genre, l'homme est 1, la femme est 2, par exemple, et nous avons 3 numéros qui sont aléatoires pour éviter toute copie. Et cela va être utilisé, bien entendu, pour le secteur de la santé. Ce n'est pas une identification identité, si vous voulez, du ministère de l'Intérieur. C'est uniquement un but de santé. Donc, le premier enseignement, donc, c'est cette identification unique, ce numéro d'identification unique. Et on a vu là aussi comment on a pu résoudre la charge de travail pour tous les travailleurs de santé, notamment quand on passe du format papier au format électronique, car c'est beaucoup plus simple et les étapes sont très simples d'enregistrement pour la vaccination. Vous avez la date, le nom de la personne, et ensuite, on a un enregistrement du numéro, ce numéro d'identité qui sera disponible dans le pays en entier. Donc, par exemple, si je fais ça à Vientiane, la capitale, les infirmiers dans le Nord, lorsque les gens iront dans un centre de santé dans une province du Nord, ils peuvent trouver ce numéro d'identité unique et ils peuvent continuer donc à rentrer des informations pour cette personne en particulier. Merci beaucoup, Sylvain. J'ai 2 questions dans le panel de discussion que je vais lire si vous ne pouvez pas les voir. Donc, je crois que vous avez déjà répondu à cette question que je vais lui dire. Bernadette a posé une question qui a demandé si vous avez donc quelqu'un qui utilise son téléphone, comment cette donnée est filtrée vers le centre de santé afin que les fournisseurs de soins de santé peuvent savoir combien de vaccins sont nécessaires et à être administrés dans un moment particulier. Et ensuite, la question, c'est que ça doit être assez compliqué s'il y a beaucoup de gens qui viennent dans le bureau d'aide
et comment vous avez pu gérer tous ces gens ou dans les régions éloignées, est-ce que cela a fonctionné? Par exemple, dans les régions où il n'y a pas d'Internet, comment cela a fonctionné, ce bureau d'aide? Et si on pouvait écouter vos réponses, cela sera vraiment très sympathique. Merci. Merci beaucoup, Diana. La première question, c'est qu'une fois que les gens ont terminé leur formulaire d'enrôlement, d'inscription, ils appuient sur le bouton envoyer et ils ont un code QR qui est généré. Et ce code QR qu'ils peuvent donc conserver sur leur téléphone et qu'ils le montrent aux travailleurs de santé. Et ensuite, donc, nous allons scanner ce QR code par une tablette, par exemple, et les informations qui sont contenues dans ce code QR vont donc être rentrées dans le système et ainsi, nous pouvons voir le type de vaccin que cette personne souhaite recevoir. Et donc, tout ceci est fait en 1 ou 2 minutes. Donc, c'est ainsi que l'on capture l'information. Les gens, une fois qu'ils se sont enregistrés, comme je l'ai dit, les infirmiers peuvent contrôler le nombre de personnes pour lesquelles ils peuvent fournir le nombre de gens qu'ils peuvent vacciner par. Donc, au niveau des centres de santé, ils peuvent vacciner 100 à 150 personnes par jour. Donc, ils peuvent limiter le nombre de gens à vacciner jusqu'à 100 ou jusqu'à 150 par jour. Et pour ce nombre de personnes, ils peuvent préparer les seringues, les vaccins, les doses, selon le nombre de personnes qui est prévu pour cette journée. Merci pour cette réponse tout à fait claire. Est-ce que quelqu'un a des questions supplémentaires? Rajoutez-les dans le panel de discussion, le chat. Et je souhaiterais demander à toutes les personnes qui ont une réponse à faire sur les médicaments qui ont été un peu accumulés et peut-être voir comment on peut atténuer tout ceci. Et cela serait très intéressant si quelqu'un pouvait répondre à cette question dans le chat. Et merci beaucoup, M. Sissovat. Donc, l'accumulation de médicaments. Et donc, Rami, si vous pouvez maintenant passer à votre présentation. Et merci, M. Sissovat, pour rester, puisque je sais qu'il est assez tard. Si je pouvais vous nous présentez d'abord, ensuite vous pouvez nous faire votre présentation. Merci beaucoup. Je suis Albert Bessigier, je suis un spécialiste dans le suivi et l'évaluation au ministère de la Santé de l'Ouganda et notamment pour le programme national de la santé d'immunisation, programme étendu, notamment pour le programme de vaccination de la COVID-19 et les données que nous avons, notamment les données en temps réel efficaces que nous avons. Monsieur Bessidi, je suis désolé, mais est-ce que vous pourriez allumer votre caméra juste, même si c'est pour juste 30 secondes? Je ne fais pas confiance à ma connexion Internet car on a des problèmes. Oui, je m'en souviens d'hier, effectivement. Donc, bon, c'était juste pour vous demander. Mais continuez, je suis désolé. Alors, donc, ici, pour vous parler de parcours que nous avons pour le suivi de la vaccination COVID-19. Donc, au départ, le ministère de l'Ouganda a pris la décision d'utiliser la DHS aussi, donc en utilisant une interface ou un tracker qui permet de capturer les données individuelles. Et ces données individuelles ont été immédiatement
utilisé parce qu'on voulait avoir des certificats de la COVID-19 qui était une exigence pour accéder à des documents publics. Donc, on a commencé d'utiliser ces registres et ensuite, à la fin du mois, on rassemblait toutes ces données, on les entrait, ces informations, dans le DHIS de Tracker qui générait donc toutes les données. Donc, nous avons commencé ceci en octobre-décembre 2021. C'était le premier tour que nous avions fait et on a vu que nous avons eu un retard dans le catalogue de données, une accumulation de données. Et les problèmes que nous avions, c'était des problèmes de personnel. Et nous n'avions pas suffisamment de personnes. Donc, pas suffisamment de personnes pour entrer les données. Cela a été trop compliqué pour les personnes que nous avions. Donc, nous avions besoin de trouver un soutien technique. Et malgré ceci, nous avons compris que nous devions réunir en augmentant le suivi de ces campagnes. Donc, nous avons décidé d'adopter la technologie Smart Paper pour que nous n'ayons plus ce retard de papier. Donc, toutes les données que nous avions est agrégées avec les données individuelles et ainsi les gens pouvaient avoir leur certificat de la COVID-19. Donc, en mars 2022, nous avons travaillé avec un partenaire qui s'appelle Chifo, qui utilise la solution SPT et qui donc nous a permis de numériser toutes nos informations. Et donc, cette solution SPT est interopérable avec DHS2. Donc, nous avons pu intégrer toutes ces données afin que les gens puissent avoir leur certificat en 3 jours et que toutes les informations étaient ainsi numérisées. Donc, d'une chose que nous devions faire, c'était d'utiliser des scanners, des laptops et des câbles qui ont été envoyés à tous les centres de santé, les sièges des centres de santé des districts pour que nous puissions avoir des stations de scanning. Et en raison du mode d'urgence dans lequel nous étions, nous n'en avions pas suffisamment, mais au moins nous avions un scanner par district, à part les villes où nous avions suffisamment de scanners. Mais au moins de s'assurer qu'au moins nous avions un scanning qui était fait en temps réel. Nous avons aussi fait une formation pour les travailleurs de santé au niveau des districts avec un accompagnement de nos partenaires et nous avons pu aussi travailler sur l'interface qui interprète l'SPT vers le DHIS2, le DHIS2 et notamment du programme qui avait été créé spécialement pour la COVID. On a aussi créé une application que l'on peut télécharger, où on peut télécharger les certificats COVID pour les clients. Donc, c'est à travers Epivac que nous avions donc un tableau de bord, un visuel, qui pouvait nous permettre de voir les différentes analyses en utilisant une cartographie ou les différentes cartographies et des listes. Donc, ici, on va vous montrer ce que nous utilisions avant et ce que nous utilisions maintenant. Donc, comme je l'ai expliqué auparavant, nous avons ce qu'on a appelé des cartes clients pour les COVID que nous utilisions et toute personne qui est vaccinée va être donnée une carte comme celle-ci. Et l'information sur cette carte est envoyée dans un registre et ensuite on fait on les accumule pour en faire le nombre. Et ensuite, on fait un report mensuel qui va être résumé dans un registre et il devait être, bien entendu, cohérent avec les cibles. À la fin du mois, nous envoyons ce rapport mensuel au district et ils doivent faire un rapport agrégé. Et ensuite, nous envoyons les livres des registres à la chambre d'enregistrement des données au niveau des sous-districts où les différentes personnes qui s'occupent des données entreraient toutes ces données de manière manuelle dans le système. Donc, au niveau des districts,
Ces données doivent être rentrées pour être numérisées et on utilise aussi l'interface des HIS2 pour entrer les enregistrements individuels pour avoir tous les détails. Et ensuite, c'est ainsi qu'au niveau régional et central, on a accès aux données agrégées pour savoir les performances de vaccination et aussi pouvoir générer des certificats de la COVID-19 pour nos clients. Et une fois que nous avons donc introduit la SPD ou le SPD, à ce moment-là, nous pouvons donc émettre des cartes de clients et les clients vont remplir un formulaire SPT où ils seront le formulaire d'enregistrement et de vaccination. Et donc, il a un numéro d'identification unique qui est celui du SPT. Et donc, cet enregistrement est une seule fois. On n'a pas besoin d'enregistrement. À nouveau, cette personne, une fois qu'on a ce numéro SPT, on peut juste actualiser ceci et tous ces formulaires ou ces cartes de vaccination pour le SPT. Et ensuite, donc, c'est là que nous avons fait l'entrée manuelle de collecte des données. Nous avons tout rentré. Nous avons passé beaucoup de temps en entrant manuellement tout ceci dans le DHIS2. Donc, à ce moment-là, nous faisons un scan des SPT, des formulaires. Et donc, ensuite, les données sont automatisées pour être numérisées et sont rajoutées dans le DHIS2. Et donc, comme je l'ai dit, nous avons numérisé toutes ces données en utilisant l'interface du tracker du DHS2I2. Mais les rapports mensuels continuent parce qu'on a besoin d'avoir les données agrégées. Donc, le problème que nous avions, c'était les retards de rentrée des données en raison du temps que ça prenait pour rentrer les données. Donc, après c'est après le scanning que les ressources humaines avaient besoin de plus de documentation. Donc, une personne doit tout rentrer un par un. Donc, grâce au scan, toutes ces données été numérisées directement, automatiquement, avec une intégration automatique. Et ensuite, on peut générer un certificat de vaccination. Et voici ici, si vous voulez, qui vous montre le flux un petit peu, comment nous avons fait donc l'enregistrement des nouveaux clients, les formulaires pour tous les clients, les nouveaux. Et ensuite, nous voulons que les travailleurs de santé enregistrent les vaccins sur le formulaire d'enregistrement des vaccins. Donc, comme je l'ai dit, on donne une carte et le client a une carte après la première dose et puis après la deuxième dose. Et maintenant, on utilise le numéro SPT. On ne revient pas à l'enregistrement. Maintenant, on fait les comptes à partir de l'écran d'automatisation. Et ensuite, on à quoi cela une fois que c'est scanné au niveau du district. Et ensuite, on peut accéder à tout ceci, on peut synchroniser ces données et les télécharger, les données automatisées en HIS2 et ensuite, les données sont accédées, on peut les utiliser pour imprimer les certificats ou tout autre visuel et analyse dont on a besoin et qui nous peuvent permettre donc de connaître les chiffres de vaccination dans le pays. Donc ici, vous montre un petit peu comment cela a été efficace de capturer les données. La solution SPT sont des choses simples. Donc une fois qu'on a l'enregistrement, le formulaire client qui a un numéro d'identité unique et nous avons aussi
capturer la vaccination des COVID en utilisant le formulaire de COVID, comme je l'expliquais, l'enregistrement des COVID. Ensuite, cela est imprimé localement par différentes sociétés d'impression en Ouganda qui peuvent imprimer. Mais les sociétés, nous les avons identifiées de manière centralisée. Puis ensuite, c'est ainsi que nous avons donc une station de scan qui ont été déployées au niveau des districts, à part aux villes, à Wakiso et Kampala, où nous avons donné plus de stations de scannage pour une meilleure dynamique des opérations. Ensuite, nous avons travaillé avec le ministère de la Santé et sa département des programmes et informatique. Et ils ont travaillé avec notre équipe d'accompagnement technique pour intégrer donc tout ceci dans le tracker. Et nous avons donc exigé que cela soit fourni à tous les points, que ces services soient donnés à tous les points, et nous nous assurons que les infrastructures soient établies. Et nous avons aussi décidé de passer les données de la COVID-19 vers le SPT. Nous avons donc décidé d'utiliser le SPT et le problème principal que nous avions à l'époque était donc l'arriéré de tout ou les retards que nous avions dans l'enregistrement de toutes ces données. Donc maintenant, nous pouvons au niveau des municipalités être en standard des SPT. Donc ainsi, grâce aux partenaires, nous pouvons entrer toutes ces données qui étaient à l'époque enregistrées dans les registres manuellement. Je crois que j'ai parlé de tout ici. Donc une fois la COVID-19 a pu nous aider en fait de réaliser ce vieux rêve que nous avions de numériser nos données. Et maintenant, nous planifions d'avoir le SPT dans l'immunisation routinière. Donc, en Ouganda, nous faisons cette approche, j'espère aussi dans d'autres pays, pour reconnaître que la COVID-19 fait partie de notre immunisation routinière. Ainsi, nous avons appris des campagnes de la COVID en utilisant la SPT. Nous avons le sentiment que la SPT est quelque chose que nous devrions vraiment utiliser pour traiter de nos données d'immunisation, car c'est vraiment le futur pour permettre de faire un suivi des doses d'immunisation pour la COVID et pour toute autre épidémie, donc aux vaccinations. Donc, nous avons plusieurs étapes. Là, on a la phase 3. Nous avons réussi en phase 1 à créer un environnement facilitateur. Ensuite, nous avons fait une supervision, un suivi, une évaluation. Nous sommes maintenant dans la zone d'adaptation et de renforcement des capacités. Et là, nous sommes en train de mettre en place tous les systèmes au niveau local. Et notre équipe ici, technique est ici pour nous aider. Donc, nous avons encore plusieurs défis. Tout d'abord, dans le pays, dans les différents districts, dans les différents pays, on a un problème d'Internet qui n'est pas très stable. Même ici à Kampala, où je ne mets pas ma vidéo, vous voyez, donc c'est pas facile. Donc, imaginez comment c'est dans les régions, notamment sur les hauts plateaux. Donc, nous avons ces problèmes d'Internet et qui affectent une synchronisation rapide et une approche ou une mise en place plus rapide de ces données de système en réseau. Et donc, nous avons des retards, ce qui veut dire que nos clients ne peuvent pas avoir leur certificat en temps réel. Donc, nous sommes en train d'aider les districts pour essayer d'améliorer la stabilité Internet, pour mieux synchroniser, c'est qu'ils fassent ceci que de quelques pages à la fois pour que le processus peut être plus rapide. Nous avons aussi les problèmes des stations de scannage qui sont uniquement au niveau des districts. Une fois que nous pourrons les décentraliser au niveau rural,
Et nous espérons que nous pourrons donc augmenter les campagnes de vaccination à ces niveaux-là. Nous avons donc toujours ces problèmes de personnes qui doivent aussi voyager pendant un bon moment pour arriver à tous ces endroits pour pouvoir avoir les bons formulaires. Ensuite, nous avons les problèmes de lire les caractères, les noms qui ne correspondent pas aux noms des gens. Essayons donc de trouver des solutions pour que le personnel puisse éditer tout ceci correctement et que les informations sont plus claires et correspondent à ce qui a été écrit à la main par les gens. Et donc, ça, c'est un problème que nous avons pour numériser tout ceci. Ensuite, nous ne pouvons pas regarder aux données en temps réel et les valider en raison donc des noms. Si le nom n'a pas été très bien mis ou a mis Albert et puis un nom au milieu et que on ne lit pas la bonne lettre, donc cela veut dire qu'on fera une erreur dans le nom lorsqu'il sera rentré. Donc maintenant, on peut éditer tout ceci et nettoyer, mettre au propre ces informations. Et ensuite, nous avons aussi des problèmes de noms qui sont inconnus. Ça, c'est quelque chose que nous avons vu à travers des formulaires qui n'étaient pas scannés et des formulaires d'enregistrement que nous avons retrouvés ou inversement. Donc, des formulaires qui ont été envoyés alors qu'on ne trouve pas le formulaire d'origine. Et donc, le système n'arrive pas, lui, à croiser les informations. Donc, ce que nous avons appris de tout ceci, c'est bon de travailler avec des partenaires, l'OMS, l'UNICEF, Gavi, l'USAID, CDC et tous les partenaires au niveau international. Une fois que nous avons eu tous ces partenaires et que nous sommes allés vers une solution au niveau national, nous avons pu ainsi mettre en œuvre et le faire plus rapidement. Et pour l'avenir, nous pensons que nous utiliserons la technologie Smart Paper pour numériser toutes les immunisations de routine et campagne, pas seulement la COVID, mais tout le programme. Donc, qui devrait utiliser toutes les données en utilisant le SPT. Et ensuite, nous devons aussi enregistrer tout, donc non seulement la COVID, mais aussi toutes les données d'immunisation et de faire des enregistrements de masse et que nous pouvons avoir des dominateurs fiables pour nous baser sur déterminer le nombre de personnes immunisées. Et ensuite, la supervision technique et l'accompagnement est très important, notamment au niveau des districts où nous avons des problèmes de retard de données. Donc, tout ça, les problèmes techniques, nous avons besoin d'aide technique. Ensuite, réduire les coûts pour le transport des papiers, des scanners, ceci devrait être décentralisé. Donc, afin que, pour que nous aidions les personnes dans les centres de santé, pour qu'ils puissent envoyer tout ceci, il faut qu'on leur achète des laptops ou autres appareils afin qu'ils puissent envoyer toutes ces données pour qu'elles soient agrégées et centralisées. Et il faut aussi que nous aidions les districts pour qu'ils fassent donc une mise au propre de ces données. La SPT a été introduite, nous avons eu des défis, mais nous sommes en train d'améliorer le système petit à petit. Et dans cette amélioration, nous avions eu beaucoup de problèmes de données à ce moment-là, et notamment d'agrégation des données. Donc, nous avons besoin d'aider les districts pour qu'ils puissent mieux mettre au propre les informations et qu'on ait des données qui soient plus claires et nettes. Et ensuite, nous avons les systèmes SPT dans les pays. C'est quelque chose que nous voulons faciliter au niveau local, donc ces systèmes SPT, et ensuite que les outils des données soient pertinents, afin que nous puissions avoir au niveau des districts, avoir quelque chose qui soit propre et ainsi centralement, tout ceci est propre aussi.
et que nous ayons suffisamment d'outils qui puissent nous donner. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je répondrai à toutes questions. Merci beaucoup. À nouveau, une superbe présentation et vraiment une innovation tout à fait passionnante. Malheureusement, il ne nous reste que très, très peu de temps. Donc, on va juste répondre à une question. Mais il y a une question dans le panel de discussion. Donc, verbalement ici, la réponse, Liki a demandé quel est le pourcentage de données dans la technologie de papier intelligent, donc le SPT, donc les formulaires de SPT qui sont correctement numérisés. Si on prend en compte que le problème que l'on rentre manuel est différent de l'écriture, comment est-ce que, si vous pouvez répondre à ceci, si vous avez une idée. Et ensuite, une question de Bernadette sur est-ce qu'on a besoin avoir une qualification pour recevoir un certificat numérique? Donc, est-ce que vous voulez répondre à la première question sur le pourcentage des données en formulaire SPT? Environ 75% des données numérisées qui ont été rentrées manuellement, 75%. Est-ce que cela répond à votre question? Ouais, c'est une très bonne réponse, très courte. Parfait, merci. Et ensuite, il y a une autre question qui est venue, que peut-être vous répondre à cette question sur AFIF et quels sont les identifiants uniques et comment vous les utilisez. Et bravo, dit Laura Cham, pour cette excellente présentation. Et est-ce que vous avez des stratégies sur la gestion de ce retard des données que vous avez? Est-ce qu'il y a un plan là-dessus? Oui, nous avons un plan pour faire une mise au propre au niveau des districts et aussi que cela soit fait donc avant qu'elle soit rentrée dans les formulaires SPT et aussi que tous les formulaires SPT qui n'ont pas été scannés, que les stations de scannage puissent le faire. Bravo, merci. Tout à fait une réponse tout à fait concrète. Si Sovat, il y a vous-même, le chat est très actif, beaucoup de questions pour vous. Donc, si vous pouviez répondre à ces gens dans le panel de discussion, ce serait très bien. Maintenant, nous avons une question, un questionnaire à la fin. Vous avez un lien qui a été mis dans le panel de discussion qui est un petit peu une synthèse. Et c'est maintenant Donald qui va nous faire cette synthèse. Merci beaucoup, Diana, et merci à M. Norissing et M. Bessien sur toutes ces présentations qui sont tout à fait innovantes. Donc, 90 minutes tout à fait denses et donc quelques points clés pour un petit peu résumer de quoi nous avons parlé. Tout d'abord, comme avec le reste de la pandémie de la COVID-19, le vaccin et sa mise en place ont présenté des défis uniques, notamment de nouveaux besoins sur les systèmes de suivi qui étaient en place. Donc, de répondre à ces nouvelles demandes et pour cela, les pays ont adopté des systèmes de suivi d'immunisation existants qu'ils ont adaptés assez considérablement ou alors ils ont aussi investi dans des systèmes de suivi innovants. On a entendu les deux exemples, donc du Laos, dont lui, monsieur a parlé de l'IHIS2 qui existait déjà, qui est un système agrégé pour inclure un module de tracker de la COVID-19 nominal et comment cela a eu des implications pour l'avenir, pour l'immunisation électronique à l'avenir, pour d'autres activités d'enregistrement d'immunisation. Et nous avons écouté M. Albert qui nous a parlé de l'Ouganda, qui a inclus, elle, la technologie donc, du Smart Paper, la SPT, sur le flux des données pour faciliter celui-ci
sur l'EIR de la COVID-19, sachant que les problèmes qu'avaient créés les EIR, notamment beaucoup de ressources et de données réclamées. Ensuite, les problèmes rencontrés ont été résolus pour la plupart en faisant quelques ajustements, mais il y a quand même encore des défis entre les pays qui travaillent pour essayer de s'adapter et d'établir de nouveaux systèmes pour répondre aux besoins natifs de la pandémie, et notamment le partenariat qui existe avec la Gavi et d'autres. Nous avons beaucoup de partenaires qui sont en ligne aujourd'hui, dont le CDC américain et africain, USAID, DSI, PASS et d'autres qui travaillent et on travaille ici en tous ensemble pour accompagner les ministères de santé dans les pays et de naviguer de ces nouveaux défis pour vous aider dans le suivi de ces systèmes actuellement et pour le futur. En ce qui concerne le 2023, nous pensons que la pandémie de COVID-19 va évoluer. La vaccination va continuer, elle aussi, d'évoluer. Cela veut donc dire qu'on aura besoin de nouvelles exigences de suivi et de nouveaux renforcements des nouveaux besoins et qu'il va falloir que nous continuions de traiter de la pandémie de la COVID-19 et aussi de renforcer les systèmes d'immunisation. Et donc, il y aura de l'espace pour l'innovation et l'évolution. Et enfin, pour vous tous, sachez qu'il y a des ressources qui sont disponibles. Je vais vous en souligner quelques-unes ici. Vous avez donc le document d'orientation de la vaccination à la COVID-19, l'action suivie que vous avez disponible ici. Vous avez les métriques sur le suivi lié aux stratégies de vaccination dans un monde en évolution qui a été actualisé. Ensuite, les orientations sur l'utilisation des accompagnements des solutions numériques à la COVID-19 déployées au niveau national et les plans de vaccination, ainsi que les informations numériques de centres d'excellence basés sur les connaissances de l'OMS et de l'UNICEF que vous pouvez aussi trouver à travers tous ces points. Et maintenant, je souhaiterais tous vous remercier et je rends la parole à Diana. Merci beaucoup, Donald. Et je souhaiterais ici vous souhaiter tous une bonne fin d'année et début de nouvelle année. Et je vais maintenant passer la parole à Santosh pour la fin de cette séance. Et merci beaucoup aux panélistes pour leur superbe présentation. Merci beaucoup, Donald, et merci à tous les présentateurs pour ces présentations des pays tout à fait innovantes et informatives. Et donc, qu'est-ce que nous avons pour la suite? Vous aurez les enregistrements de cette séance qui seront partagés par courriel. Ce sera disponible en anglais et en français. Vous aurez ensuite les liens qui sont partagés dans le panel de discussion que vous avez. Suivez ce lien et vous pourrez avoir votre certificat d'attendance qui vous sera donné par l'Université du Nouveau-Mexique ou de certificat de présence plutôt. Et vous avez ce lien aussi sur cette diapositive. Et comme ceci est la dernière séance des séries pour notre collectif d'apprentissage, nous avons aussi avoir une série d'évaluations post-série. Donc, nous avons une évaluation qui vous sera envoyée dans la fin de janvier 2023. Ce sont des petits questionnaires de 5 minutes qui nous permettront d'écouter vos commentaires. Ces questionnaires seront disponibles en anglais, en français, en espagnol et nous permettront de mieux planifier ce que nous voulons à l'avenir. Et donc, enfin, ici, vous pouvez voir où les ressources seront disponibles. Nous avons aussi un panel de discussion sur Telegram. Vous avez le lien ici ou utilisez le code QR pour rejoindre notre groupe et vous aurez encore plus de ressources sur la vaccination de la COVID-19. Enfin, ainsi, je termine et je vous remercie beaucoup et vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci à tous.
Merci et merveille à tout le monde. Merci.